voilà, qu'on allait à la fois soit évoquer, enfin soit, non, évoquer à la fois l'aspect euh, euh, à dans l'histoire, l'actualité, l'idée qu'un tel modèle, euh, je dirais presque, moi je reprends ce terme parce que j'ai toujours ce bouquin avec moi que j'ai trouvé vraiment un peu par hasard parce qu'on ne le trouve plus sur le marché. J'en ai parlé un peu, c'est l'aborde un pari nécessaire Ah de oui. Ginette Michaud. Pourquoi? Parce que c'est un témoignage, c'est une Oui, tout à fait. théorisation. Et puis, je trouve que le pari, l'expression le pari nécessaire, à mon avis, je pense que c'est ce qui doit animer toutes les institutions et je pense que pour la board, je pense aussi que c'est aussi valable de dire le fameux pari nécessaire tous les jours pour dire ça et aussi le pari toujours à renouveler parce que c'est pas du tout évident que le pari soit dans des catégories euh, possibles encore aujourd'hui. Donc c'est un peu Tout à fait. l'idée. Voilà, Tout à c'est fait. un peu Ça, l'idée. c'est tout à fait vrai. Voilà, c'est un peu l'idée qu'on on pourrait donner, puisque, encore une fois, hein, l'idée, c'est que non seulement on ait le plaisir de discuter ensemble, mais aussi de faire connaître ce qui est aujourd'hui reste possible, c'est-à-dire, comme dit très bien Marino la fois dernière, il y a des éléments de réalité sur lesquels il faut absolument, enfin, surtout ne pas méconnaître parce qu'on va dans le mur, mais en même temps, quels sont les fondamentaux qu'il ne faut surtout pas abjurer pour que ça puisse ressembler à ce que ce pari nécessaire soit renouvelé. Donc c'est ça aussi qui est pas facile à définir et puis qui peut peut-être inspirer les gens qui verront, j'espère, cette vidéo. C'est d'ailleurs, c'est un peu Lorenzo, c'est ce que tu disais, Mhm. toi, Oui, oui, non? oui. Hein? Tu disais par rapport à comment faire exister cette. Oui, comment exporter le modèle et trouver un peu la recette, les ingrédients nécessaires pour pouvoir répéter le même résultat. Donc, Mais moi, je pense que la question, c'est de ne pas le prendre comme un modèle, mais comme une forme de pensée, de pratique. C'est-à-dire que Ben, c'est si ça, ça. c'est le modèle. c'est par exemple C'est ce que qu'il veut dire. si je pense à la board, il y a, non, c'est très bien, on a tout un schéma de réunion, d'atelier. Alors, le risque interne, c'est qu'à un certain moment, on pense que c'est ça. Alors, Hmm. par exemple, il y a une réunion que j'aime beaucoup, s'appelle l'Orange Accueil, où le matin se réunissent les patients et les soignants autour d'un verre de jus d'orange à l'époque ou d'une tasse de café pour parler de la journée. Mais c'est pas, ça pourrait être autre chose. Oui, Ou oui, ça peut-être qu'on va s'apercevoir que ça marche moins bien. Mhm. Et le risque, c'est de penser que, ou sinon, que c'est la polyvalence. La polyvalence, ce n'est plus le fait que tout le monde fait tout, parce que ce n'est pas possible. Mais c'est le fait que tout le monde puisse avoir accès au système institutionnel, comme on l'appelle. Sachant que l'institution est quelque chose qu'on crée tous les jours et pas quelque chose qui est figé. Ouais. Par exemple, c'est le fait que les patients puissent aller un peu partout. Hmm. C'est pas pour le plaisir de déambuler, c'est parce que, par exemple, ils vont au bureau administratif. Alors, le bureau administratif est au premier étage d'un bâtiment. Donc, on monte au bureau administratif comme on monte à Paris. C'est la haute administration, en fait, c'est des braves personnes. Et le patient qui va pas là par hasard parce que c'est le lieu où sont déposés les papiers, par exemple la carte vitale. Donc, c'est un lieu qui a à voir avec l'identité, où on règle les comptes de la buanderie, des navettes, du prix des navettes sur doigt. Et ils vont parler avec les gens qui sont là. Donc, parfois, ça prend beaucoup de temps. Donc, il faut insister sur le fait que c'est nécessaire. Les gens sont accueillants. Ils trouvent à terme un moyen pour que la conversation ne se prolonge pas au-delà de 15 minutes, 20 minutes, parce qu'ils ont quand même du boulot. Ça veut dire que les gens qui sont dans l'administratif ne sont pas coupés des Hmm. soins. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent aller faire des piqûres ou je ne sais pas quoi, ce qu'ils ne pourraient pas faire. Mais alors, les gens qui sont là, c'est l'exemple de l'administratif est significatif.
sont les gens qui ont des qualifications très spécifiques. C'est-à-dire un responsable RH qui fait la paye. Alors, faire la paye, c'est la chose la plus compliquée de la Terre. On ne croit pas, mais c'est très technique. Une chef comptable qui nous gère la trésorerie dans ces temps-ci, c'est pas évident avec moi, etc., etc. Mais ces gens en même temps se sont habitués, sont inscrits dans un système d'échange avec les collègues, avec les patients. Je ne dis pas que c'est toujours facile parce que parfois ils en ont marre, c'est normal. Les patients aussi, j'imagine, d'être soignés. Mais ça montre qu'il y a une sorte de sédimentation dans le bon sens du terme. C'est la mauvaise sédimentation, comme le sketch des inconnus. Il y a les bons chasseurs et les mauvais chasseurs. La mauvaise sédimentation, c'est la pathoplastie, c'est tout ce qui fait que l'hôpital ne soigne personne. La bonne sédimentation, c'est le fait qu'il y a des choses dans l'histoire d'un lieu et dans une pratique clinicienne et je dirais aussi dans un certain système de vie aussi qui s'accompagnent aux soins qui ont pu se transmettre. Et la preuve en est que des gens que j'ai embauchés il y a 10 ans sont entrés assez rapidement. Ce qui voudrait dire aussi que... j'ai perdu le fil avec les coups de fil. Mais que c'est pas... je dis, au fond, dans l'être humain, si on peut parler, je ne suis pas essentialiste, mais je ne pense pas à la nature de l'homme, mais je dis, quand même, il y aurait une disponibilité à être un peu accueillant, qui est aussi perturbée par une forme de pathoplastie institutionnalisée, ce qui fait que si vous mettez les gens dans un circuit fermé, avec des limitations partout, ça ne marche pas. Si vous les laissez un peu tranquilles, ça va de soi. En fait, comme au bar, on parle du foot avec le voisin, pareil, il n'y a pas de raison que quelqu'un qui entre dans un bureau, même s'il est malade, ne s'adresse pas à quelqu'un qui est là. Donc, au fond, il y a aussi du bon sens dans cette affaire. Je dirais du bon sens analysé. Parce que le bon sens peut être aussi terrible s'il n'est pas analysé. Mais alors, autre exemple, la cuisine, qui est un lieu de passage. Là, le compromis n'est pas facile parce qu'on a des normes DSV. Le service vétérinaire, la dernière fois, j'ai reçu 5 pages avec des préconisations, 50 lignes par page. Donc, les cuisiniers, au lieu de faire la cuisine, sont obligés de remplir des papiers. Or, qu'est-ce qu'on fait? Parce que, d'une part, il y avait quand même, si on ne fait pas attention, il y a des choses qui ne doivent pas se passer. Au-delà des normes, on n'entre pas dans une cuisine, on n'ouvre pas les frigidaires comme on veut. Donc, il a fallu mettre des limites parce que quand il y a de la liberté, il y a aussi des risques de dépassement des limites. Mais au fond, on arrive à organiser les choses. L'entrée dans la cuisine est délimitée par une table, donc ce n'est pas une porte blindée. Cette table peut s'entrouvrir, laisser rentrer des personnes qui doivent aller aider en cuisine. Par exemple, pour avoir des légumes frais, il faut un petit atelier pour découper les légumes. Sinon, c'est du surgelé. Bien de parenthèse, aujourd'hui, le surgelé a augmenté terriblement parce que, à cause du coût du transport et de la réfrigération. Donc, c'est le moment d'y aller avec le frais. Or, ces personnes ont quand même reçu des consignes d'hygiène qui sont vérifiées par les cuisiniers. On entre en cuisine, on met une... Comment on appelle la charlotte. La charlotte. Voilà. Donc, on met des chaussures... On n'entre pas avec les chaussures du dehors. Donc, il y a des choses qui peuvent être vérifiées, qui font râler les gens de l'ancienne école qui étaient habitués à un peu plus de liberté. Mais c'est un compromis nécessaire. Sinon, on a la cuisine fermée. Alors, les cuisiniers sont des cuisiniers du métier. À différence d'une autre clinique voisine, on a préféré continuer avec les moniteurs qui faisaient la cuisine à tour de rôle. Mais ils ont eu quand même des gros problèmes avec la cuisine risquait d'être fermée. Donc, il y a des compromis, mais un compromis intelligent peut permettre aussi de régler en même temps des problèmes qui vont au-delà de la réglementation. Parce que, comme je répète, qu'il n'y ait pas en cuisine du bazar, c'est bien aussi pour que le cuisinier puisse travailler. Oui, donc, il faut être un peu
et pareil, pour l'équipe d'entretien, on a des gens qui sont qualifiés. Parfois, il y a des patients qui peuvent aider. Il y en a souvent, par exemple, à recueillir les feuilles mortes au-delà de la poésie des Prévert. Et aussi, ces gens circulent parce que dans les réparations du quotidien, les robinets qui perdent, l'ampoule qu'on n'est pas capable d'enlever, je ne sais pas pour quelle raison, etc., ils sont tout le temps en train de faire le tour de l'institution et aussi ils ont des contacts. Et ce qu'on constate, c'est que le patient, on ne commande pas l'adressage du patient à un soignant ou à quelqu'un qui n'est pas soignant de métier. C'est le patient qui choisit son parcours de soins. Alors, quand j'entends parler des parcours de soins et parcours de vie, ça fait rigoler parce que le parcours de soins, si le patient n'est pas au cœur du choix des personnes et du parcours de soins, ça ne marche pas. Oui, mais je vais te dire, même l'expression que tu viens d'utiliser, parcours de vie, parcours de soins, l'administration envisage le parcours de soins sans le parcours de vie. Voilà. Oui, mais complètement. Et tu sais que les jours... Et là, c'est ce que tu viens de dire, c'est finalement de retirer la virgule qui généralement accueille cette phrase, parcours de vie, virgule, parcours de soins. En fait, c'est retirer la virgule parce que parcours de vie, parcours de soins, il y a comme faire rentrer cette vie-là dans ce soin qui doit être habité, qui doit être vivant, qui doit s'y être. Et d'ailleurs, autant le parcours de soins présuppose un parcours de vie, mais pas à l'extérieur de la clinique, de l'hôpital, déjà à l'intérieur de l'institution, autant le parcours de vie va continuer les soins, parce qu'on sait bien qu'un psychotique ne va pas cesser de l'être parce qu'il est sorti. Bien entendu. Donc, voilà. Oui. Parce qu'il est compensé. Oui, si j'ai bien compris, c'est la question d'avoir en tête que l'éléphant n'est pas mélanger les moyens avec les fins, parce que toutes les procédures réglementaires sont les moyens pour arriver à un fin. Mais si la procédure tient les fins et les patients dévoilent les moyens pour régler la procédure, ça ne tient pas la route. Et d'ailleurs aussi, pareil, les moyens qu'on met en place dans le dispositif, qui est pas un joli terme, institutionnel, ne doit pas être confondu avec le fin. Parce que les moyens sont changeants. Le fin a une continuité d'une certaine théorie de la psychose et dans une pratique clinique et dans l'institution qui a été créée pour pouvoir déployer cette pratique clinique. Voilà. Donc, au fond, le sens est bien plus condensé. Et les moyens sont variables. Oui, donc le premier ingrédient est le patient doit être le but du travail, le fin du travail, pas le protocole. Mais alors, sur la question du modèle, j'aimerais bien revenir là-dessus. Vas-y. Comme disait Marino, effectivement, il n'est pas question d'un modèle. Et ça m'a tout de suite fait penser à quelque chose que j'ai relu hier dans un livre qui s'appelle Préalable à toute clinique des psychoses. C'est une conversation entre Jean Houry et Patrick Faugeras, et c'est paru chez RS. Déjà. Et à un moment donné, Patrick Faugeras lui dit, mais il se tutoie, hein, mais tu as créé la Borde. Et Jean Houry se défend en disant non, j'ai rien créé. Et alors il lui dit, mais enfin, qu'est-ce que tu veux dire par là? Explique-toi. Et alors j'aimerais vous lire une page qui me semble tout à fait répondre en quelque sorte à cette question du modèle. On peut faire ça. Tout à fait. Ah, mais tout à fait, oui. Bon, alors, il dit, je n'ai rien créé. Et alors, Patrick Faugeras lui dit, oh, tu es de mauvaise foi. Et il dit, ou alors, il faut remonter loin. Étant petit, par exemple, j'aimais bien qu'on me laisse tranquille, comme d'habitude. Et je jouais. C'est peut-être ça, la Borde. Je jouais et je construisais des boîtes, des caisses plutôt. J'avais même une machine à coudre Singer. C'est très important, c'est du collectif au singulier.
une machinerie avec des pédales et puis une petite pointe en acier pour faire des points. Cette image a d'ailleurs été reprise par Nicole Guillet dans sa thèse. C'était la machine Singer de ma mère, la machine maternelle, qui elle-même, en 1913, dans son village de Haute-Marne, à vélo, scandale, on la traitait de putain, parce que c'était interdit aux femmes de faire du vélo, faisait le placement de machines à coudre Singer. Je reprends mon histoire. J'avais 6, 7, 8 ans, et avec cette machine, j'ai brodé un rideau de scène en soie marron. Je me souviens, avec des dessins tout autour et avec un triangle à rideau, j'avais fabriqué une scène. À l'aide d'une bougie, d'une loupe et d'une boîte de médicaments, je pouvais projeter. J'avais reproduit, enroulé sur un papier transparent, les aventures du professeur Nimbus. Elles paraissaient dans un journal. Avec une loupe et un écran et des lettres de deuil magnifiques, des grandes lettres que je fauchais, je faisais comme un écran avec le noir. Je projetais donc les aventures du professeur Nimbus. Et de temps en temps, pour rendre un peu vivant le spectacle, je prenais un chat, un vrai chat, que je mettais sur la scène et je tirais le rideau. C'est ça la borne. Vous avez créé la borne? Oui, j'ai créé une boîte avec le professeur Nimbus et un chat. C'est ça la borne. C'est le club, théâtre, oui, et tout ça c'est déglingué. On peut dire que c'est certainement un rêve maternel. Par exemple, le comité d'accueil que nous avons fait vendredi à l'extérieur, c'était marrant, c'était du théâtre. Coda était là. Coda, c'est une infirmière. Coda était là avec une chèvre, une petite chèvre qui s'appelle Papillon et qui est née récemment. Des personnes présentes ont demandé si elle tétait encore. Coda a répondu « Oui, elle tète encore, la petite chèvre. » Et alors, ça vous embête? Non. Et une personne m'a demandé « Tu as tété ta mère jusqu'à quel âge, toi ?» Moi, j'ai tété ma mère jusqu'à 18 mois. Et c'est pour ça que la borne existe. Et tout le monde s'est exclamé « Et toi, Coda ?» Moi, jusqu'à 10 mois. C'est pour ça que tu t'intéresses aux chevaux? C'était une conversation collective. C'est difficile d'imaginer une conversation collective de ce type devant tout le monde à Sainte-Anne, par exemple. Oui. Et voilà. Oui. Et je crois que ça répond d'une certaine façon, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, quand il écrit, il me semble que c'est dans Jean-Henri au Japon, que l'institution est un substitut de l'espace transitionnel, c'est la même chose dite de manière, disons, scientifique, oui. Mais ça explique concrètement qu'est-ce que ça veut dire par rapport aux failles, à la destruction psychique des gens qui sont là. Quel espace est prêt à les accueillir? Tout ça, mais un espace maternel analysé, non? Bien sûr, parce que sinon... Oui, mais ça veut dire aussi, enfin pour moi, ça veut dire que toute personne plongée dans une institution doit faire avec, justement, créer ces moments à partir de ces découvertes qu'il a pu faire bien avant de se trouver en situation de créer véritablement l'affaire, et que du coup, ce qui est formidable, c'est de réhabiliter, comme Jean Houry le rappelle, le fait que il n'a pas créé, c'est qu'il n'a pas créé la borne, c'est qu'il revient à ces scènes antérieures où il dit il a trouvé l'énergie dans ses rêveries et dans ses capacités à inventer à cette dimension ludique dans laquelle nous sommes tous, et de trouver le pulsionnel le plus sensationnel pour après bâtir là-dessus quelque chose qui n'est pas propre à Jean Houry, puisque si ça avait Absolument. été une... Bien sûr. C'est ça. C'est pour ça que ce n'est pas un modèle. Mais bien entendu, bien entendu. Même je trouve intéressant qu'il n'y ait pas de geste fondateur, parce que dans toute l'histoire des écoles de psychanalyse, je fonde, je crée, je dissous, c'est pas brillant à la fin. Et là, un grand analyste, outre que psychiatre, il se méfiait aussi des conséquences de cela par rapport à son institution.
Je crois que c'est très salutaire comme démarche et scientifique. C'est-à-dire qu'on prend de la distance, on sait que tout ce qu'on affirme peut se démontrer faux. C'est un principe scientifique. Et ces dimensions humanistes et à la fois scientifiques de chercheurs et d'analystes vont ensemble. C'est ça qui est... Oui, c'est ça. Mais est-ce que pour rendre, enfin, comment dire, appréhendable, représentable ce qui élaborde aujourd'hui, est-ce que peut-être Yannick, ou bien entendu avec l'aide de Marino, est-ce que justement ces moments de rencontre où les gens se parlent, quel que soit leur statut dans cette institution, que deviennent ces moments où il est convenu que institutionnellement, il y aura ces rencontres installées, mais qui proliféreront parce que il y a d'autres moments dans l'institution où les gens, s'ils veulent renouveler ce geste de rendez-vous avec l'autre, ils peuvent encore le faire à la Borde. Oui. Comment ça écoute, je dirais que moi, dernièrement, moi, j'ai pas vu à ce niveau-là beaucoup de changements. C'est-à-dire, oui, c'est comme un pli-pris d'une certaine manière, si on peut dire des choses comme ça. Est-ce qu'une journée, par exemple, est-ce que c'est absurde que de te demander comment dans une journée, dans la Borde, on se cogne ou on se rencontre ou on se cogne non pas se cogner au sens physique, mais au moment où on est à être interpellé si l'on veut, parce qu'on peut ne pas assister à ces rencontres. La circulation dans la clinique, elle est tellement diverse et variée que ça se fait, j'allais dire, naturellement. Et puis, c'est une telle habitude quand même, hein, que, comme disait Marino, les gens circulent beaucoup quand même. Hein, et ils ont toujours circulé beaucoup. Il n'y a jamais eu d'arrêt de ça. Hein. Il y a des gens qui vont aider à la cuisine, d'accord, mais il y a aussi des gens qui passent par la cuisine parce qu'ils ont envie d'un gâteau ou je ne sais pas quoi, qui vont demander. Ils passent au secrétariat médical. Souvent, le secrétariat médical, il y a des fois 3 patients qui sont là à faire la causette avec la secrétaire, puis repartent et puis ils apportent des fleurs, un gâteau, un machin. Mais tout se fait, je ne sais pas, moi, je n'ai pas vu, en tout cas, à ce niveau-là, de changement. Je dirais qu'il y a quand même deux choses différentes. Il y a des réunions institutionnelles qui ont été pensées, qui ne sont pas non plus immuables. Hein. Parfois, il faudrait même les changer. Qu'il y a après ou en même temps des espaces de rencontre au fil des heures et des jours, et qu'il y a des moments de réflexion. Ça peut être, par exemple, les réunions médicales au niveau des soignants. Ça peut être aussi des échanges qui sont prévus, par exemple la réunion d'accueil du vendredi où il y a qui est hebdomadaire. Qu'est-ce que c'est que cette réunion d'accueil, par exemple? Alors, cette réunion d'accueil, elle a lieu le vendredi de 16 à 17 heures. Oui. Et elle regroupe, tout le monde est invité. Tout le monde est invité, que ce soit les médecins, qui veut, et les pensionnaires, bien entendu. Et on fait un peu le point de la semaine. On distribue à ce moment-là le journal qui s'appelle Les Nouvelles Labordiennes, qui a été élaboré dans la semaine. Hein, et puis, on accueille les nouveaux arrivants, que ce soit des pensionnaires ou des stagiaires ou des soignants. C'est vraiment le point de la semaine où on se retrouve pour Après, il y a les ateliers. Donc, par exemple, dans les ateliers qui sont libres d'accès, il y a par exemple aller aux chevaux, participer aux soins de chevaux. Il y a une circulation. Dans les ateliers, des circulations variées, selon le moment et les gens qui y vont. Donc, il y a tout un tissu. Il y a comme des habitués de certains ateliers, après, se greffent dessus. On pourrait s'interroger sur le moment d'analyse de tout ça. Alors, je sais que Jean-Maurice l'avait fait. À un certain moment, il avait parlé de monographie collective
Alors, il y avait eu même une discussion sur une monographie collective, il fallait l'entendre comme réellement l'analyse d'un cas clinique ou de plusieurs cas cliniques faits collectivement. Moi, j'avais suggéré aussi une dimension transcendantale, c'est-à-dire que comme c'est quelque chose qui est sous-tendu à tous ces réseaux d'échange en permanence. Et je crois que il faut pas trop s'inquiéter et il faut laisser quand même. Alors, il y a des moments de prise en charge qui sont très précis, c'est-à-dire que le matin, dans les lieux d'hébergement, il y a une prise en charge qui est corporelle d'abord, hein, après les médicaments, tout ça, et qu'une fois qu'on a dépassé cette phase, en même temps, on dit que même dans des lieux d'hébergement, il y a des espaces clubs. Hein. Oui. Par exemple, il y a le fait que le patient est aidé à mettre en ordre un peu son espace de vie. Mais je dis qu'après, dès que les gens sortent ou circulent même à l'intérieur, mais au-delà des soins au sens strict, bah, cette issue d'échange se fait et se défait. Et il faut qu'il y ait un équilibre entre ce qui est proposé et ce que le patient va chercher. Donc, il y aura une part, je ne dis pas d'errance, mais de déambulation. Et il y a une part de ce qu'on pourrait dire un parcours de soins. Il faut qu'il y ait un équilibre qui est très subtil et lié à chaque personne dans tout cela. Et c'est vrai que ce que tu dis là me fait penser qu'il y a aucunement à la board une obligation, peut-être c'est important de le dire, j'en sais rien. Oui, vas-y. Il y a aucune sorte d'obligation d'aller de faire telle chose, d'aller à tel atelier, etc. Ce sont des suggestions, ça peut être des accompagnements, bien sûr, ça peut être aussi un médecin ou même moi dans mes consultations, de dire écoutez, c'est vraiment bien en ce moment que vous alliez faire de la céramique, parce que on en parle autrement, etc. Vraiment, je trouve que c'est une très bonne idée. Mais jamais on va dire, vous serez à l'atelier poterie de telle heure à telle heure. Jamais. Il y a aussi un système de... Ça me paraît important parce que quand même cette liberté laissée aux patients d'aller vers tel ou tel atelier, selon en général qui anime l'atelier aussi. Ah oui, c'est pas la chose. Il y a quand même comme ça je sais pas, des affinités électives qui permettent aussi de se soigner de cette manière-là. Ma question, justement, quand je vous entends parler oui. de la liberté est très présente, mais qu'est-ce qui fait que cette liberté soit thérapeutique et ne soit pas anarchique, chaotique? Voilà. C'est qu'il y a des points de repère quand même. Hein. Il y a des points de repère. Marino, tout à l'heure, parlait de la réunion du matin qu'on appelle l'Orange Accueil. En fait, c'est une réunion qui se passe après le petit déjeuner. Quand les gens reviennent, le petit déjeuner se prend au château, sauf pour les gens qui sont des fois alités où on leur porte. Hein. Mais ils se déplacent des différents secteurs de nuit, je dirais, de chambres, pour aller prendre leur petit déjeuner au château. Ensuite, ils reviennent dans leur lieu d'habitation pour faire leur toilette, pour recevoir les médicaments, pour les soins, pour faire leur chambre, etc. Et c'est à ce moment-là qu'a lieu ce qu'on appelle l'Orange Accueil, c'est-à-dire où les gens, après le petit déjeuner, se retrouvent déjà le matin pour faire un point, comment s'est passée la nuit, etc. Ensuite, après le déjeuner, il y a une autre réunion qui est proposée à 14h, qui s'appelle le RAI, R-A-I. Alors, je ne sais plus ce que ça veut dire, réunion, peut-être animation, j'en sais rien. J'ai oublié. Mais en tout cas, c'est pour rappeler aux gens, ben voilà, aujourd'hui, il y a tel atelier, si vous voulez y aller, parce qu'il faut quand même toujours encadrer. Et qu'il y a un rail. On ne verrait pas. Un rail, c'est ça. Un rail, oui. Pour pas trop dérailler, pour pas trop dérailler. Et stimuler, parce que la tendance au repli est présente. Voilà. Donc, c'est une manière, là, pour répondre à ta question, bon,
de rappeler à la personne, voilà, il se passe ça, on est là, vous pouvez Et puis, compter sur un tel ou un tel, etc. et rappeler peut-être aussi que quand on va à la board, c'est aussi, on rentre dans une communauté. C'est une communauté au sens élevé du terme, c'est-à-dire communauté qui peut être thérapeutique. Oui, mais sans trop appuyer sur cette question-là. Oui, Voilà. mais Tu vois, il fait partie d'un ensemble, c'est ça, oui. un ensemble Et où disons que, alors, oui, on suppose qu'il va travailler parce qu'il est peut-être très loin de cette position, qu'il va travailler voilà. son Mais lien. alors là, c'est là où il y a une articulation qu'il faut souligner, à Oui. mon avis, entre ce que représente le club et ce qu'est l'établissement d'autre part. Mhm. Et Oui. qu'il faut distinguer les deux, non? Oui, Parce que vas-y, vas-y. faire, bon, quelqu'un qui est hospitalisé à la board, d'emblée, il fait partie du club. Mais ça veut dire qu'au sein du club, il va pouvoir avoir une certaine latitude pour aller ou dans des ateliers ou prendre en charge quelquefois des tâches aussi, comme la chauffe. Hein, En fait, et c'est en tant que faisant partie du club qu'il va pouvoir. Voilà. Mais je trouve qu'il faut distinguer les deux pour que justement cet aspect communautaire soit pas comme, tu vois, parce comme que une secte, par exemple. Ah, ben, Parce puis, que le club thérapeutique est institué comme ayant une certaine autonomie dans la gestion d'un petit budget qui accompagne la vie des ateliers. Parce que bien évidemment, la clinique va investir dans la structure, mais après, quand il faut acheter les foins pour les chevaux, par exemple, une bêtise, ça, c'est une activité qui relève de ce petit budget autonome du club qui lui-même est géré avec l'accompagnement des soignants. Hein. Je veux dire, il ne faut pas croire que c'est anarchique. Et donc, la clinique, c'est une articulation entre l'établissement et cette dimension club. Mais le club fait partie du projet de soins de l'établissement aussi. Hein. Donc, et l'autre chose, je voulais insister sur un point, qu'il y a beaucoup de réunions médicales. C'est-à-dire, c'est pas la vue joyeuse. Il y a des réunions médicales tous les jours. Une réunion médicale générale, avec aussi, quand je dis réunion médicale, je dis les médecins, le personnel soignant, paramédical. Une hebdomadaire, des réunions quand il faut. À la bord, c'est très facile d'organiser une réunion s'il y a besoin. Des réunions de constellation, qu'on appelle des réunions de constellation, c'est quand il y a un problème autour d'un malade, on peut réunir les personnes qui s'en occupent ou qui comptent pour ce malade. Et là, on peut avoir aussi quelqu'un qui n'est pas directement soignant. On peut aussi avoir dans cette réunion quelqu'un de l'administratif où avec lequel il a parlé, ou de l'entretien, ou du ménage. Donc, et aussi la facilité à se réunir si besoin. Moi, je vois, par exemple, au niveau de l'administratif, qui est un énorme problème dans l'hôpital et dans des cliniques un peu plus traditionnelles. Moi, je sais qu'il y a des problèmes qui mettent des mois à être réglés ailleurs. Et s'il y a un problème, je dis, vous m'appelez. Et on réunit, j'appelle la personne qui fait les achats, quelqu'un de l'entretien, peut-être un patient qui a vu qu'il y avait quelque chose qui dysfonctionnait dans un secteur. Mais s'il s'agit d'acheter quelque chose pour 200, 300, 400 euros, moi j'ai en tête le budget de la clinique, je n'ai pas besoin d'appeler l'expert comptable. Je sais quasiment aux 1000 euros près où on en est et je peux donner le feu vert. Oui. Donc, et pareil, dans d'autres situations, c'est Delphine qui s'occupe de la gestion des risques, qui peut intervenir s'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, et sur certaines choses, je ne sais rien, il y a un appareil qui tombe en panne en cuisine, on ne va pas attendre de faire je ne sais pas quoi. S'il y a une pièce à remplacer, on le fait tout de suite. Et je veux dire que ça vaut cette facilité à gérer les choses à petite échelle dans l'administratif, on le retrouve aussi dans la gestion
dans la gestion des soins. Oui, et puis il y a aussi le Que- fait que les patients à la clinique sont beaucoup vus par leur médecin, Mhm, mhm, presque quotidiennement. mhm, mhm. Ah oui. Et que chaque endroit, j'aime pas dire secteur parce que tout de suite ça fait, Mhm, mais disons que chaque lieu de nuit, enfin chaque on secteur parle des secteurs d'hébergement. d'hébergement, Pas oui. Eh mhm, bien, il y a un médecin responsable de chaque, en dehors des patients qu'il voit, ça n'a rien à voir, hein, mhm, qui est responsable ou Référent. référent, plus exactement, de mhm. chaque lieu d'hospitalisation, enfin de nuit, De quoi. chaque lieu, de l'équipe Et de l'équipe qui de l'équipe travaille. qui travaille. Mhm. Donc, l'équipe connaissant les pensionnaires de ces secteurs-là, en réfère à ce médecin et ils ont une réunion, eux, hebdomadaire de... Mm. Oui, donc Voilà. il y a toujours Et une aller, présence. Qu'est-ce que tu dis? Il y a toujours une présence, soit Ah, de oui, 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 l'administratif, soit toujours, du clinicien, toujours, du responsable. oui. Et puis, absolument. Ah non, il y a il y a le peut-être aussi un élément qui peut-être, alors ça serait intéressant aussi d'insister parce que là-dessus, alors, ça fait référence à ce que je connais moi des hôpitaux aujourd'hui, notamment les services en psychiatrie, pédopsie aussi. Il y a un turnover des intervenants qui fait que malheureusement, euh, cette adresse particulière du propos, tu peux le tenir pour un patient comme assuré que c'est avec des personnes qui ne tournent pas trop Eh bien leur, sûr. dans l'affaire que quelque chose va se passer qu'on appelle transfert, bien évidemment, et que si l'on change tous les 6 mois d'interlocuteur, il y a quelque Bon, chose, là, malheureusement. c'est tout à fait juste, c'est tout à fait juste, mais là, c'est sûr qu'on n'a pas du tout à faire à ce genre de problème, Ben, parce que voilà. les médecins, ils sont, pour 3 d'entre eux, sont là depuis une quarantaine d'années. Mhm, mhm, Et puis pour les nouveaux médecins, ça fait quoi, une petite dizaine une dizaine d'années? d'années, oui. Une petite pour les plus jeunes, mhm, mais ils sont là. Donc ils sont en fait tous les malades, tous les patients mhm, de la corde connaissent en fait tous les médecins. mhm. Après, il y a une stabilité, relative stabilité, plus que relative stabilité du personnel, parce que au Aujourd'hui, tu niveau, veux dire? non, non, parce qu'au niveau des équipes, alors, au niveau des équipes cuisine, des équipes de service, disons cuisine, administratif, etc., il y a un turnover très limité. Oui. Au niveau du personnel soignant, au sens strict du terme, il y a une base qui est relative, qui est stable. Il y a quand même quelque chose de nouveau qui s'est passé après la suppression des infirmiers psychiatriques. Oui. On a des jeunes infirmiers qui arrivent et qui, ce n'est pas de leur faute, Et qui ne sont pas formés. alors, il y a un problème de formation et il y a aussi des vocations qui ne sont pas aussi définies qu'à l'époque des infirmiers psychiatriques. Donc, c'est aussi naturel, si le terme, j'aime pas beaucoup, mais qu'une partie de ces jeunes infirmiers, à un certain moment, décident que l'expérience est conclue. Il y en a eu qui se plaignaient du fait de perdre la technicité, parce qu'évidemment, en psychiatrie, il y a moins d'actes techniques. Et si à cela, on ajoute le fait que la partie qu'on pourrait appeler technique de la compétence, c'est-à-dire la formation psychiatrique, au début était moindre, et que nous, on n'a pas les moyens, on fait ce qu'on peut, mais on ne peut pas Ils sont passer formés Voilà. sur Donc, place, quoi. on a un peu plus de turnover à ce niveau-là, Mhm, mais sur une base qui est relativement stable. mhm, Et surtout, ce qu'on voit, c'est que l'immersion fait si que la personne qui arrive est vite partie prenante de l'institution. mhm. Donc, même si elle arrive au bout d'un an, elle est entièrement intégrée, Oui. elle s'en va au bout de 4 ans, c'est pas dramatique à ce Mhm. niveau-là. C'est pas une allée-venue
d'intérimaires. Hein. Par contre, avec le Covid, on a eu, et ses séquelles, on a eu beaucoup d'absences et donc beaucoup de CDD, des gens. On n'a jamais eu autant de CDD. Voilà. Ça s'est jamais produit. Mais c'est pas pour le fait qu'on on veut embaucher des gens en CDD, c'est que la quantité d'absence, ça fait. Mais alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Le CDD n'est pas un intérimaire qui arrive de la Lune, c'est dans la plupart des cas un ancien stagiaire qu'on connaît ou un stagiaire qui est en train de finir son stage. Et donc, les gens qui ont des places en CDD et qui après vont faire autre chose, connaissent déjà la clinique. Donc, quelqu'un qui a fait un stage de 2 mois, souvent, c'est des gens qui reviennent aussi pour une période par exemple, dans le cas des emplois d'été, c'est comme ça. Il y a des gens qui reviennent 2, 3 ans de suite faire leur contrat d'été. Donc, je dirais pas. C'est vrai que c'est moins stable qu'autrefois parce que les gens commençaient leur carrière et la finissaient à la Borde. C'est pas sûr que c'est une bonne idée non plus, parce que c'est bien qu'il y ait aussi aussi après le risque, c'est vraiment à ce moment-là d'avoir un endroit qui se referme. Donc c'est pas mal non plus qu'il y ait du passage, puis un équilibre entre les gens qui restent et les gens qui vont et qui viennent. C'est pas comme dans la vie. Il y a aussi, je crois, une des particularités, en tout cas moi, c'est celle que j'ai relevée, et qui peut être aussi propre aux cliniques qui se réfèrent à la psychothérapie institutionnelle, même si ce mot a évolué, même si, etc., ce qu'on s'est dit la fois dernière. Il n'empêche que dans toutes les cliniques, à ma connaissance, il y a eu toujours un intérêt pour la recherche, c'est-à-dire d'installer dans les murs un lieu où on questionne, on élabore, on essaye d'avancer, de pouvoir effectivement creuser, en tout cas, cette espèce de manque dans lequel et patients et soignants se trouvent, et que ce manque à connaître tout, parce qu'il y a quelque chose de fondamentalement manquant dans cette affaire d'humain, on l'entretient, mais non pas de façon cruelle, mais de façon productive, c'est-à-dire de dire que ça touche et les soignants et les patients, et il y a là quelque chose qui, à mon avis, attache d'une certaine manière les gens à rester dans un lieu de questionnement et de recherche. Par exemple, je pense que il m'est arrivé évidemment d'être dans des institutions un peu stables et de lancer des soirées débats ou faire venir des gens pour élaborer autour du bouquin, que les équipes, partant de l'idée que les équipes vont réactualiser ou réensemencer, ou quelque chose du réensemencement de chacun va pouvoir se faire à partir d'une parole non convenue et qui est un peu hétérogène à l'équipe qui travaille en commun. Je pense que là-dessus, la Borde, je sais que évidemment Jean Houry tenait son séminaire de façon quasi hebdomadaire, je crois, à la Borde. Oui, tout à fait. Qu'en est-il de cette idée qui me semble être une des idées, je dirais, novatrices par rapport aux autres lieux de soins? Voilà. Voilà, c'est. En fait, il y a une association culturelle à la Borde. Oui. Il y a une association en 1901, donc qui a une autonomie, à laquelle participent les médecins, soignants. Excuse-moi, Marino, mais elle est née quand, cette association culturelle? Elle est née, écoute, dans les années, je ne pourrais pas dire de bêtises, 75-80 par là. D'accord. Alors, Mais avant, il y avait d'autres choses. Il y avait déjà le séminaire, il y a eu des tas de rencontres, c'était sous une autre forme. Mais l'association culturelle, c'est à peu près dans ces années-là. Alors, il y a un lieu qui est une bibliothèque où il y a des trésors en documentation
psychiatrie, psychanalyse et au-delà, sciences humaines, avec des thèses aussi qu'on ne trouve pas ailleurs, et où on peut aller, si on veut, on peut organiser un groupe de lecture à l'étudier. Et il y a des groupes de lecture. Il y a des groupes de existent, lecture à mon avis, qui se forment de manière assez libre. Oui. Et des fois autour d'un cas de patient oui. aussi. Et là, par exemple, on a demandé un peu un coup de main à la clinique pour pouvoir organiser un colloque un colloque des associations culturelles diverses et variées de France dans les institutions qui a lieu chaque année dans une ville française différente. Et cette année, ça va avoir lieu à Blois. Et c'est l'association culturelle de la Borde qui va se charger de l'organisation. Oui, il y a une partie quand même, il y a une réunion importante qui se tient à la Borde aussi, cette année. Oui. Alors, et là, par exemple, on permet, par exemple, il y a eu une négociation au sujet de ça pour savoir combien de temps était mis à disposition, parce que là, quand même, on ne peut pas non plus projeter à l'extérieur le temps de travail qui est destiné à la prise en charge des patients. Donc, on a discuté avec les personnes de l'association, on dit, OK, on peut passer une certaine quantité d'heures que vous allez vous distribuer pour l'organisation. Donc, il y a un échange. C'est pas anarchique du tout. Hein. On ne peut pas s'éloigner de la clinique et aller faire autre chose. Mais on peut négocier avec l'établissement, par exemple, là, il y a une certaine quantité d'heures, parce que cette réunion est importante, il y a des patients qui y vont. Hein. Donc, il y a des gens de toute la France qui après, il y a des séminaires. Alors, Yannick tient un séminaire depuis 2012 sur l'œuvre de son père. Il y a des médecins qui tiennent des séminaires. Par exemple, il y a le séminaire, un séminaire qui est consacré à l'accueil de nouveaux embauchés, tenu par un médecin. D'autres qu'on pensait pouvoir inaugurer. Et puis, il y a aussi chaque année ce qu'on appelle le stage annuel, ce qui est un stage de formation de psychothérapie institutionnelle qui a lieu depuis des années, chaque année au mois de mai à peu près, et qui est organisé par l'association culturelle. Et c'est un stage qui dure 5 jours. Et donc, le stage est ouvert à l'extérieur, c'est-à-dire que ce sont des gens qui viennent d'autres institutions. Et il est pris en charge en général par les institutions, les instituts de formation. Les organismes. Voilà. Alors, là-dessus, la chose intéressante, c'est que, d'une part, les médecins, le personnel soignant de la clinique sont impliqués dans l'organisation de ce... Il y a des interventions. Oui, ils interviennent. Mais aussi, il y a des gens qui viennent d'arriver chez les soignants, des nouveaux embauchés, comme on appelle. La notion est très variable, c'est quelqu'un qui est là depuis 3 ans. Hein. Oui, et qu'un certain nombre d'heures est mis à disposition du personnel pour aller se former, pour continuer à se former. Donc, en même temps, on peut être du côté de la formation. Par exemple, si quelqu'un intervient sur quelque chose qu'il connaît bien, hein, et de l'autre côté, des soignants de la clinique peuvent aussi s'agréger à ces groupes de personnes de l'extérieur, ce qui permet d'avoir aussi un échange avec des gens qui sont de l'extérieur. Et ça, d'ailleurs, on est en train de mettre en place un parcours de formation interne dont ces choses font partie. Alors, parce qu'on a remarqué qu'il y a un problème au niveau de la formation, donc ça pourrait être à la fois un parcours pratique, c'est-à-dire des gens qui, avant d'être intégrés, interviennent en doublure sur certaines permanences de soins, mais l'aspect théorique aussi va être inclus dans ce parcours de formation, et d'où la participation à ce stage annuel ou autre chose, des choses qu'on pourrait aussi créer, qu'on n'a pas encore inventé, hein, c'est-à-dire d'autres séminaires, des réunions. Par exemple, les réunions médicales sont c'est un temps très formateur.
Bien sûr. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas penser de manière rigide, mais à partir de ce qui se fait déjà dans la clinique et qu'on peut moduler. Alors, moi, je crois que c'est très important qu'on se garde la possibilité de moduler les choses, de les modifier. C'est-à-dire, un séminaire peut être intéressant, ça peut devenir très emmerdant, pardon du terme. Faut voir aussi comment les gens réagissent à des choses qu'on propose. Et les demandes aussi qui sont formulées par rapport même à la psychopathologie. Par exemple, ça, parce que chez les personnes qui arrivent, qui sont des infirmiers DE, ben, il y a tout un aspect comme ça qui est à découvrir et qui est à... Mais justement, la question aussi qui me venait, c'est aussi, je crois, une question qui avait été soulevée par le docteur Fontaine de Sommery. C'est-à-dire que je pense me souvenir qu'il avait insisté sur le fait qu'il avait réussi à faire que Sommery puisse être compté comme stage formateur pour les médecins qui se destinaient à la psychiatrie. C'est-à-dire que valider le passage à Sommery comme un lieu de stage intégré à la formation, ce que par ailleurs j'avais soutenu pour les CMPP, j'avais demandé à ce que les associations fassent le nécessaire auprès de l'université, ce qui n'a jamais pu se mettre en place, avec l'idée, bien entendu, de pouvoir dire concrètement aux jeunes médecins psychiatres comment une institution comme CMPP pouvait marcher. Donc, je suppose aussi que l'intérêt d'avoir de ce type de, non pas partenariat, mais je crois de lieu validé. Alors voilà, est-ce que, voilà, sur ce plan-là, par exemple, comment aborde cette question, justement? En tout cas, ne serait-ce que pour les psychologues, les infirmiers, les éducateurs, les pas motriciens peut-être si, non, les ergothérapeutes, etc. Voilà, les stages qui sont faits ici sont en rapport avec l'université. Oui, alors, ils sont validés par l'université. Par rapport aux médecins, il y a des internes depuis peu de temps. Il y a effectivement des internes qui viennent. Il y a une interne en ce moment, une interne. Il faut quand même que le CHU de référence soit... Lequel pour vous? C'est un tour. Le tour. Que ce soit... qu'il soit ouvert à cela, donc ça s'est fait. Donc là, on a des internes qui... on a depuis peu des internes qui viennent. Après, c'est un peu plus long pour les médecins. Pour le personnel paramédical et les psychologues, ça se fait depuis belle lurette. Depuis des années 70. Et le problème est même celui de limiter le nombre de stages. C'est-à-dire qu'on a le droit à un certain nombre de stagiaires par rapport au nombre de salariés. Mais ça avait été quand même bien mis en place aussi il y a très longtemps aussi, parce que tu faisais référence tout à l'heure à Ginette Michaud, qui était enseignante à Paris 7, et elle a contribué largement à ce que la clinique et les cliniques en général de psychothérapie institutionnelle puissent être des terrains de stage en lien avec l'université. Pour le psychologue. Après, parce qu'il y a différents types d'envoyeurs. Il y a effectivement l'université, c'est important parce que ce sont les facs de psycho où il y a une présence de la psychanalyse, Paris 7, en général, et surtout une orientation clinicienne, parce qu'on peut avoir aussi des psychologues qui font autre chose. Donc ça, c'est une chose. Par rapport aux infirmiers, c'est les IFSI. Donc, c'est l'Institut de formation des infirmiers, ce qui est très important parce que si on veut continuer à pouvoir recruter des infirmiers qui deviennent chose rare, pour des raisons que serait trop long d'analyser, il est très important d'avoir des stagiaires. Ce sont les futurs jeunes infirmiers qui vont choisir de venir au moins faire une expérience plus ou moins longue en psychiatrie.
Donc ça c'est fait. Après, on a aussi des instituts de formation pour les éducateurs, les ergothérapeutes. Et tout cela fait partie d'un accueil qui inclut, vu le fait qu'on est quand même éloigné des villes, qui inclut aussi la permanence sur place. Donc, ce sont des gens qui sont hébergés, qui partagent un lieu de vie à la bord. Donc, c'est le deuxième étage du château, d'autres chambres qui existent aussi. Et donc, et qui participent aussi d'une certaine manière à la vie quotidienne, parce que ils vont manger avec les autres, ils sont sur place. Ils circulent, quoi. Ils circulent. Et donc, ils s'en vont pas quand ils ont fini leur horaire de stage. Ils sont là. Ils sont là. Ça, c'est très important. On peut dire qu'ils font aussi beaucoup la fête. Ils font aussi la fête. Parfois, il faut faire un peu attention. Par exemple, de ne pas trouver une montagne voilà. Bon, c'est le ménage, par exemple. Alors, ça dépend. Il y a des, comment dire, pas des générations, des arrivées de fournées. Oui, des groupes. Il y a des groupes il y a un groupe à chaque fois un groupe qui se forme avec une quinzaine de 12-15 personnes. Et il y en a qui sont très ordonnés, ça se passe très bien. D'autres qui sont désordonnés, il faut intervenir avec les bonnes manières. Mais quand même, c'est pas laissé non plus. C'est pas, contrairement à ce qui se dit, c'est loin d'être du n'importe quoi. Parce que, loin d'être anarchique, parce que plus on a de liberté, plus il faut qu'il y ait un niveau de rigueur pour que cette liberté soit encadrée, d'une certaine manière. La liberté est angoissante. Hein? La liberté est bien angoissante. sûr, bien sûr. Donc, il ne faut pas laisser. C'est pas la joie de la liberté. C'est souvent très angoissant. Non, en même temps, c'est normal que les stagiaires, quand ils sont non pas dans les circuits de soins, mais dans leur logement, qu'on peut appeler logement privé, parce que les deuxième étages du château ne fait pas partie des ERP, de la partie de l'accueil du public. Hein. Donc là, au niveau de la réglementation, c'est le code du travail, c'est autre chose. Mais là, on est quand même on est vigilant, mais on peut admettre aussi que des jeunes gens se réunissent sur de bonne humeur. Hein, c'est ce que je veux dire. Donc, et c'est important que quand même cette bonne humeur après revienne dans la journée où ces gens sont intégrés sans peiner après à la vie quotidienne au niveau de la prise en charge des patients, de l'accueil. Ils ne sont pas des corps étrangers. Mais ça, par exemple, je trouve que c'est un aspect qui m'a toujours, moi, questionné. Quand j'ai fait mes études de médecine, j'avais été immédiatement choqué par le fait que on avait des blouses, certes, et on admettait qu'effectivement la pathologie n'était pas en blouse, elle était en pyjama, et que le fait d'avoir une blouse, le fait d'être à l'extérieur, nous donnait l'illusion d'être très séparés entre malades et normaux, malades et bien portants. Il y avait une espèce de clivage. Le fait que ça circule, le fait que des gens qui sont avec un statut de soignant baignent dans quelque chose d'humain, c'est-à-dire quelque chose qui les concerne, mais pleinement, qui est où les frontières, bien entendu, on se les donne, on n'est pas tous interchangeables, comme tu le disais, Marino, mais ça circule et ça circule en nous. Et que tout cela fait que psychose, névrose, perversion, comme dit le père Freud, tout ça nous questionne, tout ça ne cesse de nous interroger et de dire qu'on peut en parler, qu'il y a des lieux pour pouvoir en discuter, que cette porosité est humaine. Je trouve que c'est aussi un des aspects qu'on ne retrouve plus à l'hôpital, encore moins aujourd'hui, puisque bien il y a des appareils qui effectivement viennent faire une espèce de parler dans l'hygiaphone encore plus qu'auparavant, hein, le fameux parler dans l'hygiaphone. Et donc, je trouve que ces lieux de psychothérapie institutionnelle, pour moi, alors pour le coup, je reprends toujours cette idée du pari nécessaire, c'est que parier sur la porosité et dire que cette porosité va nous questionner énormément, moi je trouve que c'est plutôt réjouissant de voir que certains lieux
travaille encore sur cette porosité, ce qui ne veut pas dire, pour rejoindre ce que tu dis souvent, Marino, que ça soit quelque chose où il y a une espèce de électron libre sans cesse qui ne soit pas pensé, organisé. C'est par la pensée ou par l'échange que les choses peuvent justement se replacer. Il faut bien faire attention à ce qu'on entend par rigueur, parce que la rigueur n'est pas une superstructure administrative. Bien entendu. C'est une théorie administrative. La rigueur, c'est avoir une capacité analytique permanente pour fixer les limites et pouvoir aussi accueillir la liberté. Mais alors, ça veut dire qu'il faut parfois mettre des limites, mais ce sont des limites travaillées, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais perdre de vue un point de vue analytique. Dans le sens qu'on analyse l'institution, dans le sens où il y a une dimension clinicienne analytique permanente dans ces échanges. Mais comme une chose, c'est Flore qui insistait là-dessus la dernière fois, plus il y a de liberté, plus il faut qu'il y ait de la rigueur. Oui. L'arrière, mais il faut bien s'entendre. La rigueur, justement, c'est pas une a priori, c'est une rigueur qui est instituée dans le travail quotidien. Et dans le fait de repenser ce moment de rencontre, de repenser la vie quotidienne, voir ce qui se passe, intervenir. Alors, ça veut dire intervenir très rapidement dans certaines situations, pas attendre la réunion 2 mois après. Bien entendu. Ça vaut pour l'économie, ça vaut pour la clinique. Mais je dis que je pense que là-bas, il y a beaucoup de rigueur. Alors, je fais un exemple au niveau administratif. Quand je vois la manière, parfois, où sont gérées les choses ailleurs, et la manière où on est obligé là de travailler avec du précaire au niveau du financement, mais je me dis, en fin de compte, nous, on ne peut pas se permettre ça. On est en permanence de la rigueur. Moi, je peux rendre compte jusqu'au dernier centime de ce qu'on dépense. Et les gens qui travaillent dans l'administratif sont extrêmement rigoureux. Ça ne les empêche pas d'accueillir les patients. Parce que ce que tu dis, j'ai retrouvé, tu vois, ça rejoint, parce que c'est comme quoi ça se répond. J'ai retrouvé un séminaire de Laborde de Jean Houry du 18 avril 2009, où il met en avant, il travaille autour d'une notion qui n'est pas la rigueur, mais qui est le sérieux. Oui, mais c'est ça. Voilà. Et ça, je retrouve. Oui, c'est ça. Je retrouve ce que faisait Jean Houry souvent, c'est de reprendre un signifiant qui traînait comme ça dans la rue et auquel on ne prêtait pas du tout attention, et qui brutalement, éclairé par Kierkegaard, éclairé par, etc., des gens qu'il avait le chic de tirer comme ça à nouveau vers lui, et de dire à ce point que le terme de sérieux était quelque chose d'absolument, alors pas rigoureux, mais il avait entraînait en lui-même toute une disposition éthique, pratique, clinique, que je trouve, et intellectuelle, tu as raison, que je retrouve un peu dans tes propos. Mais je pense que c'est la même chose. Moi, j'ai dit rigueur parce que j'ai un peu le point de vue de l'administrateur, donc je pense à mes comptes. Quand je rends compte jusqu'au dernier centime, je réfléchis sur mes dépenses. Mais le terme de sérieux me convient tout à fait. Hein. J'avais eu l'occasion de parler avec mon ami Jean Clavol justement de ce qu'était l'administration d'un tel endroit. Et il me disait, mais oui, mais souvenez-vous que le livre de comptes s'appelait le livre de raison. Ah oui, oui, absolument. Oui, tout à fait. Jean Clavol. C'est intéressant. Oui, parce que quand on commence à entretenir le flou dans le livre des comptes, il y a des choses, il peut se passer n'importe quoi. Moi, je trouve que c'est la première chose d'être rigoureux dans les comptes. C'est pouvoir rendre compte de ce qu'on a fait. Ça, c'est sans passer par le tribunal de l'Inquisition, bien évidemment. Mais tu vois ce que tu dis là, Marino. Moi, j'ai eu une conversation avec ma petite fille. On est toujours sur Internet, mais on avance aussi des choses un peu personnelles pour dire, un peu comme ce que tu disais, Yannick, par rapport à ce souvenir de gens disant comment Laborde lui était venu. Eh bien, je me faisais cette réflexion, mais je me l'ai faite déjà aussi avec les enfants que je rencontrais dans les CMPP.
il n'y a pas plus sérieux qu'un enfant qui te demande pour quelle raison les objets sont là, pour quelle raison tu as fait ça, pour quelle raison tu vas et viens, qu'est-ce qui fait que tu ne vas pas avec papa, maman à tel ou tel endroit. C'est avec énormément de sérieux, parce que c'est pas du tout une plaisanterie, elle essayait de dire à quel point ces allées-venues, c'était sérieux, mais c'était sérieux dans le tissage du lien, c'est-à-dire pour établir des moments comme ça symboliquement consistants et le sérieux faisant partie un peu de la panoplie. C'est pour ça que j'apprécie ce que tu dis, bien entendu, ce que vous dites. Oui, non, à la l'instant. rigueur n'est pas synonyme de rigidité. Absolument. Ah oui, même le contraire. Mais je dirais que la rigueur est une notion transcendantale, alors que l'a priori administratif, non. C'est encore une mauvaise philosophie où on pense qu'on formule des idées et on va les caler dans la réalité. Or, s'il y a des a priori, en termes philosophiques, ils sont constitutifs de l'expérience de tous les jours. Il y a des niveaux transcendantaux dans l'expérience de tous les jours et aussi dans l'expérience clinique. Quand, par contre, si on prétend de déduire tout d'un principe, on va contre mur. Je me rappelle, je reviens un peu à mon ancien métier de philosophe. Quand la Prusse, en 1810, crée l'université de Berlin, parce que les Français avaient occupé Halle, qui était l'université prussienne, il y a une sorte de mise à concours chez les philosophes de projets. Alors, il y a un projet d'un philosophe qui s'appelle Fichte où on déduit toute la structure de l'université à partir de l'idée. Et il y a des gens qui s'appellent Humboldt et Schleiermacher qui pensent qu'au contraire, il n'est pas question de déduire, mais de construire à partir de l'université, à partir d'une communauté de chercheurs qui inclut les étudiants. Et le titre de l'essai de Schleiermacher, c'est Pensée occasionnelle pour la création de la fondation de l'Université de Berlin, etc. Et là, il y a une dimension transcendantale qui est interne à la construction du projet. Il n'y a pas une déduction. Et moi, j'ai l'impression parfois, quand on a affaire avec des projets qui viennent du haut, qu'on a des administrateurs qui sont des mauvais philosophes, qui pensent qu'on peut formuler, on peut avoir des idées, que les phrases qui sont couchées sur un papier se transforment en réalité, donc ça colle jamais, et qu'il faudrait un peu plus d'humilité, venir voir ce qui se passe dans les institutions, dans le travail de tous les jours, écouter. Et ça irait beaucoup mieux. Mais tu penses que Fichte était un mauvais philosophe? Non, non, pas du tout. Mais que dans ce cas-là, je préfère une forme d'idéalisme transcendantal à une forme d'idéalisme absolu. Voilà. Et que je pense que quand on a... Jean parlait beaucoup du transcendantal, mais beaucoup un philosophe qui s'appelle Carlotto Apel, qui citait toujours, et dont j'ai eu l'honneur de traduire une conférence à Paris. Ce ne sera pas partie de ce qui passe, mais j'avais trouvé manière de paumer les papiers de la traduction dans un taxi et qu'on a retrouvé par miracle chez un taxi grec qui venait de Crète. C'est toute une histoire. Je ne sais pas pourquoi je les avais perdus. Ça, c'est la version analytique, te dirais. Voilà. Un oubli. Oui, un oubli. Comme il y avait eu un brouillon, ce qui m'a fait passer 1 heure dans les poubelles de l'immeuble pour essayer de récupérer à 2 heures du matin. Mais c'est pour dire qu'après cette dimension de pragmatique transcendantale, on peut... Oui. Alors, je sais que Jean était un peu plus heideggerien, moi, je préfère Humboldt, peut-être un peu plus du côté kantien, mais peu importe, mais on s'entend sur le fait qu'il y a une pensée infra. Et il ne faut pas l'oublier que ce n'est pas une pensée ex alto, une pensée infra. Et même que ce soit dans mon ancien travail de chercheur ou dans le travail que je fais aujourd'hui, c'est un peu la même chose. Il ne faut pas imaginer qu'on part d'eux et qu'on arrive à. Ce n'est pas comme ça. Mais tu sais, ça me fait penser, je ne sais pas si vous seriez d'accord avec ce qui me vient en t'entendant, ça fait penser un peu à une séance analytique. Ça paraît un peu abusif, mais c'est-à-dire l'expression
qui aujourd'hui manque un peu de, je sais pas, d'allant, c'est le ici et maintenant. C'est-à-dire, Oui. quand on rentre dans une séance analytique, décidément, enfin en tout cas pour ma part, on ne sait pas comment les choses vont tourner, on ne sait pas ce qu'on va dire, on ne sait pas ce sur quoi on va associer. Le fait de savoir que ce soit d'ailleurs dans mon échange, dans notre échange que nous avons pu avoir avec Fontaine, il le dit avec d'autres mots, hein, bien entendu, avec peut-être d'autres présupposés, peut-être. On vous invite à le regarder, la vidéo. Absolument, peut-être. On l'a regardé. Voilà. Il n'empêche que dire, comme vous le faites, et que Fontaine le disait autrement, que c'était dans ces réunions qu'à partir de ce qui va se dire, qui n'est pas prévu, qui est vraiment à la fois le soudain génial, comme le soudain sordide, comme etc., etc., que après, on peut effectivement élaborer à plusieurs, mais de réhabiliter le ici et maintenant qui va gouverner d'une certaine manière, pas la totalité, puisque comme tu le rappelles très justement, Marino, ça ne peut pas se faire comme ça, parce que nous ne sommes pas dans la vie, dans une séance analytique extensive. Mais il n'empêche que l'idée princeps est au cœur même de ce qui se passe. Ce que nous faisons, il faut peut-être le dire sur Internet, c'est de l'improvisé absolu, puisque nous réagissons les uns les autres et nous ne savons pas comment tout ça va finir au sens, je vois le temps passer, mais de dire que c'est le ici et maintenant qui nous détermine par rapport à l'enjeu de démontrer comment concrètement l'aborde ce tir d'affaires par le passé, appuyé sur le passé et aussi par rapport à l'actualité que vous vivez, que nous vivons, avec ces contraintes. Moi, je voyais, quand je parlais tout à l'heure des monographies collectives, c'est un extrait d'un séminaire sur l'espace et transfert. Bien évidemment, l'espace, c'est tout ça, hein, c'est pas l'espace géométrique. Bien entendu. Alors, c'est vrai qu'on peut penser à un cas clinique, reconstitué à plusieurs, dans une temporalité différée aussi. Et c'est ce à quoi peut-être il pensait. Moi, j'ai vu quelque chose de plus, je pense ne pas m'y tromper, une dimension quasi transcendantale, c'est-à-dire que cette dimension analytique à plusieurs est là dans le quotidien. Je pense qu'il voulait dire ça aussi, ou au moins je l'interprète comme ça. Il y a les deux, il y a un cas, on peut être dans le classique, on a un cas clinique. Ça me fait penser, puisque on associe, n'est-ce pas? Oui, oui. Que mon père disait de façon un peu provocatrice, disait, mais oui, mais à l'abord, ce qu'il faut faire, c'est provoquer le hasard. C'est de cet ordre aussi. Oui, absolument. Mais quand vous êtes chercheur, je reviens un peu à mon ancienne expérience, on a un plan. Alors, on sait que c'est l'horaire qui est un plan de thèse. Parce que déjà, partir avec l'idée qu'on démontre quelque chose, c'est bizarre. Mais vous avez un plan dans votre recherche, mais après, on va découvrir des choses qu'on n'imagine pas. Sinon, on s'emmerde, pardon du terme. Et ce sont les surprises qui vous font avancer dans la pensée. Parce que si tout se passe comme vous l'aviez prévu, autant ne pas commencer la recherche. On n'écrit rien. Et je pense que là, il y a un peu de ça, c'est-à-dire qu'on peut organiser un listing de réunions, mais c'est mort. Et il faut qu'à partir de cela, que ça stimule quelque chose qui n'était pas nécessairement prévu. Alors, on ne peut pas programmer le hasard, mais il y a quelque chose de l'ordre de... À partir de cela, on va venir. Quand Jean-Henri parle d'un point de vue phénoménologique, d'un lieu où puisse se manifester quelque chose, dans le cas de la psychose, l'institution est un lieu qui le permet. Alors, il faut qu'elle soit organisée, mais pas organisée au point qu'on empêche quelque chose qui est de l'ordre de la pathologie de se manifester. Alors, la pathoplastie, comme il en parle, c'est une sorte de carapace qui empêche aux symptômes de se manifester. Donc, on a le symptôme de l'hôpital, je simplifie, à la place du symptôme ou des symptômes périphériques. Des symptômes périphériques. Et donc, moi, le cas, je ne sais pas si je n'ai parlé la dernière fois, mais il y avait un patient qui s'appelait Philippe, qui me faisait penser à Forestier et aux cas qui sont cités dans la thèse de Jean-Henri. Et lui, il construisait pas des objets comme Forestier,
Jean disait bien, mais l'œuvre, c'est lui. Hein. Et il construisait, il avait un petit monde, c'était entre une crèche, un cirque et une poubelle. C'était au bord, en face de la cuisine. C'était sur le dehors. Dehors. Et ça pouvait bouger des lieux. Alors, personne, il y a eu le plus grand respect, personne a touché à ça. C'était le petit bordel de Philippe. Mais là, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'analytique qui est passé dans l'institution. Et j'ai perdu le fil. Mais c'est pour dire que ça, c'était de l'aléatoire, permis par l'institution. Et respecté par tout le monde. Patient, alors, ça n'empêche qu'après, Philippe avait ses rendez-vous chez le psychiatre, hein, c'était pas laissé. Mais c'est toute l'institution qui a pu accueillir cela. Et après, sans doute, il avait parlé chez son médecin, et sans doute, ça s'était reparlé dans des réunions médicales, mais pas à partir de quelque chose qui a pu se manifester. Et c'était un exemple d'un lieu, d'un petit espace de manifestation. Et presque un espace physique. Espace physique, sachant que manifestation signifie reconstruction. Effort de reconstruction de la part du malade. Parce que c'était, on peut dire, c'était l'élaboration d'une scène. D'une scène. C'est ça. D'une scène qui était en même temps la tentative de reconstruction psychique du malade. Comme Freud en parle à propos du délire, comme en parle Bleuler. Mais c'est du concret. C'est ça. Et si on ne laisse pas que ça se passe, et comme disait Jean, primo non nuocere, essayons de n'être pas nuisibles pour les malades et laissons que ça vienne, que ça se manifeste. Sinon, on ne peut pas travailler. Oui. Et tu avais une question là. Hein? Tu préparais une question là. Oui, non, je voulais dire juste qu'effectivement, la combinaison entre les transcendantales et l'immanent qui fait qu'un projet puisse fonctionner. Parce que c'est vrai que le matériel brut de la clinique, du vécu, du quotidien est très riche, mais il faut un fil conducteur pour pouvoir l'organiser. Oui, bien sûr. Absolument. Le décoder et donner un sens. Tout à fait. Mais je dis que ça ne va pas de soi, parfois c'est compliqué. Hein. Et mettre les limites, c'est compliqué, il y a des conflits aussi. Il y avait Bad-Lasar. C'est pas idyllique. Ah non. Mais il y a quand même le partage de certains vécus de l'institution qui fait si qu'il y a quand même une entente qui s'est maintenue sur certaines choses. Ouais. Je pense que ça, on peut le constater. Ah, mais tout à fait, c'est ce que je disais tout à l'heure au début de l'émission. Parce que les gens de maintenant n'ont pas les mêmes coordonnées culturelles qu'il y a 40 ans. Mais bien sûr. Et pourtant, il y a quelque chose qui est passé à travers les générations et les âges qui fait partie du projet initial. Donc, le projet au sens noble du terme, mais pas au sens de surdétermination de ce qui devrait se passer. Voilà. Oui, alors... Hein? Continue ou on peut continuer. Mais on pourrait continuer une troisième vidéo parce que bon, il y a tellement de choses à se dire et c'est toujours et ce serait très sympa que vous veniez. Oui. Moi, vous pouvez venir pour constater que ça n'a rien à voir avec ce qu'on a dit, par exemple. Bon, on pourra filmer sur le lieu. Voilà. Oui, opération vérité. Opération vérité. Non, parce que au moment où vous venez, il se passe autre chose. Oui, ben voilà. Ouais, ça sera autre chose. Ça sera certainement dans le fil de ce que vous avez dit. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci à Flore, évidemment, qui n'est pas avec vous. Au plaisir de vous voir très, très vite. Ben oui. Et puis, pourquoi pas, dans quelques temps, c'est retour à la Borde, 1 an, dans 2 ans. Ouais. On nous souhaite, la mise à jour. Voilà, persévérer dans le souhait de se voir et de désirer autant de choses intéressantes et à pouvoir échanger longtemps. Ouais. Bon, je vous salue, on vous salue. Merci. Au revoir et encore merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.